Bonjour! Alors cette vidéo n'a pas pour objectif de critiquer les thérapeutes. Beaucoup font un travail précieux et utilisent la responsabilisation avec justesse. En revanche, certaines approches, lorsqu'elles sont appliquées sans prendre en compte le psychotraumatisme, peuvent avoir des conséquences très douloureuses pour les survivantes. Je souhaite partager ici ce que beaucoup de survivantes décrivent, mais aussi expliquer pourquoi ces réactions sont compréhensibles au regard du traumatisme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en tant que coach, en tant que thérapeute, de poser le cadre de la responsabilisation. Puisque dans certaines situations, c'est évidemment quelque chose d'utile et d'essentiel pour une personne gagne en autonomie notamment et se sorte d'une situation où elle se sent complètement impuissante, où elle a l'impression de n'avoir aucun pouvoir sur elle et sur sa vie. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, ce sont des choses qui peuvent être importantes à utiliser dans ce cadre-là. Ça permet du coup de sortir d'une position d'impuissance, de retrouver le pouvoir d'agir et de développer son autonomie comme j'ai dit. Donc l'intention, elle est bonne, l'intention, elle est même essentielle dans certaines situations, mais en fait elle peut être extrêmement douloureuse et problématique quand il s'agit de survivantes de l'inceste. Tout simplement parce qu'une survivante a déjà intégré des croyances comme le fait que tout est de sa faute, qu'elle est responsable des émotions des autres, qu'elle doit tout gérer seule, que si elle souffre c'est qu'elle a fait quelque chose de mal. Donc dans ce contexte, certaines phrases peuvent renforcer une culpabilité déjà immense. C'est important, après c'est quelque chose que je pense vous le savez, mais quand on a été victime de violences sexuelles, notamment dans l'enfance, bah, bien souvent ce sont les victimes qui se sentent coupables, qui se sentent responsables de ce qui leur est arrivé. Il y a vraiment une inversion de la culpabilité, hein, c'est quelque chose qui est très connu, ce qui fait aussi que du coup les victimes peuvent mettre du temps à accepter ce qui leur est arrivé, à penser qu'elles sont victimes justement, et à pousser la porte ou d'un commissariat pour porter plainte, ou d'aller voir un psy, une thérapeute pour pouvoir parler de ce traumatisme-là. Parce que c'est vrai qu'elles se sentent souvent coupables et elles ont souvent honte de ce qu'elles ont vécu parce qu'elles pensent qu'elles sont au moins en partie responsables. Donc parmi les formules que beaucoup de survivantes peuvent entendre, c'est tu choisis de rester dans ton rôle de victime, il faut simplement décider d'avancer, tout dépend de toi, tu attires ce qui t'arrive. Donc ça c'est des phrases qu'on peut facilement employer, que ce soit en thérapie, en coaching ou en développement personnel aussi. Moi personnellement c'est vrai que j'ai parfois utilisé moi-même il y a quelques années, j'étais pas encore professionnelle, mais ces mots de il faut sortir de ce statut de victime parce que j'avais été formée au développement personnel et du coup c'est ce qu'on m'avait appris. Mais évidemment qu'en fait ce n'est pas convenable dans cette situation où on est face à une vraie victime de traumatisme grave. Et en fait ces phrases-là peuvent être du coup perçues comme bah, si je n'y arrive pas c'est encore de ma faute. Donc en fait oui elles peuvent parfois être adaptées selon la personne, son histoire et le moment de son parcours. Mais il faut faire très attention quand on est face à des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et notamment de l'inceste. Donc c'est vrai que d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue de coaching, on peut facilement dire à la personne qu'il faut reprendre votre pouvoir et c'est pas quelque chose qu'on va penser de façon négative. C'est vrai que c'est hyper important de prendre conscience qu'on a un pouvoir sur les choix qu'on fait, sur notre vie, sur notre futur. Si on n'a pas pu, elles n'ont pas pu avoir de rôle de pouvoir sur les violences qu'elles ont subies quand elles étaient enfants, on peut facilement dire oui mais aujourd'hui en tant qu'adulte en sécurité, vous avez le pouvoir d'agir sur votre vie, de prendre des décisions comme celui de venir en thérapie, de travailler sur votre trauma et de guérir, ou en tout cas d'aller mieux. Mais le problème c'est que quand ce genre de phrase arrive trop tôt, notamment dans le parcours, la survivante elle va en fait entendre si je n'y arrive pas c'est parce que je ne fais pas assez d'efforts. Ou si vous dites par exemple vous êtes responsable de votre vie aujourd'hui, elle va entendre elle donc si je souffre encore c'est de ma faute. Donc en fait je sais pas si vous voyez mais il y a un décalage réel entre l'intention que le thérapeute ou le coach va porter à travers cette phrase et la réception de la part de la survivante.
Donc en fait, avant de parler de responsabilité, il peut être nécessaire de reconnaître, déjà il faut toujours valider ce qui a été subi, les mécanismes de survie, les limites imposées par le traumatisme. Et ensuite, comment retrouver progressivement du pouvoir d'agir. Et en fait, on distingue comme ça la responsabilité et la capacité d'agir. Parce qu'en fait, là où vous voulez mener votre patiente ou votre cliente, c'est vers sa capacité d'agir, c'est vers une forme d'autonomie dans sa vie. Donc comprendre en fait les mécanismes du psychotraumatisme ne retire rien à la responsabilité de chacun et chacune dans son parcours. En revanche, cela permet d'adopter notre manière d'accompagner. Entretenir l'espoir ne nécessite pas de nier les conséquences du traumatisme. Au contraire, reconnaître ces conséquences est souvent ce qui permet aux personnes de retrouver progressivement leur pouvoir d'agir. Donc en fait, ce dont j'avais besoin, moi, ce n'était pas qu'on me rappelle que j'étais responsable de ma reconstruction, parce qu'en fait, je le savais déjà. Ce dont j'avais besoin, c'était que quelqu'un m'aide à comprendre pourquoi, malgré toute ma volonté, certaines choses restaient si difficiles. Parce qu'en fait, si j'ai décidé de parler de... Donc c'est important aussi de reconnaître, avant de faire un travail sur la capacité, justement, de faire un travail de reconnaissance, d'identification de déjà ce que la personne a subi, mais aussi des mécanismes qui ont été mis en place, ces mécanismes de survie qui, en fait, ce sont ces mécanismes qui l'empêchent réellement de reprendre le pouvoir. Parce que le risque, quand on les responsabilise trop tôt ou de la mauvaise façon, c'est que ça a fait un blocage en fait, parce qu'elles sont pas encore prêtes, elles ne sont pas encore arrivées là dans leur parcours. Et ça risque plus de les bloquer qu'autre chose. Alors que si on fait les choses dans l'ordre, ça prendra plus de temps, mais en fait, ça arrivera un moment où elles seront prêtes à agir et à entendre tout ça parce que elles auront déjà compris leur fonctionnement avec les mécanismes de survie, avec les conséquences du trauma. Et elles auront appris à savoir ce qui les bloque, ce qui les dérange, ce qui les gêne, ce qui fait qu'elles ont des difficultés justement à intégrer leur propre vie, à être elles-mêmes et à prendre des décisions, à faire des choix. Et puis ensuite, du coup, une fois qu'elles auront compris ça, ce sera plus facile petit à petit de leur apprendre à comment faire pour être plus autonomes et pour pouvoir du coup vivre leur vie sur sa vie. Et puis aussi de tout ce qui est de toutes les limites imposées par le traumatisme. Donc on peut parler aussi la dissociation par exemple, le stress post-traumatique, qui sont des conséquences des violences qui vont limiter la possibilité de la personne de faire certaines choses, de reprendre le pouvoir, d'agir dans sa vie parce que justement son fonctionnement à ce moment-là rend impossible l'accès à certaines informations, à certaines capacités, à certaines possibilités. Donc c'est important dans un premier temps de lui expliquer ça, de valider ça. Et petit à petit, une fois que ces choses-là sont ces mécanismes sont moins présents, l'amener petit à petit vers une capacité d'autonomie parce que évidemment que c'est hyper important de redonner ce pouvoir, cette capacité, cette autonomie à une personne qui a été victime de violences dans son enfance. D'aborder ces sujets, c'est parce que ça fait partie de mon vécu, c'est que moi-même je suis une survivante de l'inceste et des violences sexuelles et que j'ai fait énormément de thérapie, j'ai vu énormément de thérapeutes, psychologues, coachs en tout genre et qu'il m'est arrivé de me retrouver face à des personnes qui je pense étaient totalement dans une posture de bonne volonté, de bonnes intentions, mais qui ont utilisé des phrases qui sont totalement naturelles, habituelles dans ce cadre-là, mais qui peuvent être réellement dangereuses et traumatisantes, retraumatisantes pour une victime, pour une survivante de l'inceste. Et c'est vrai que, en dehors des phrases qui sont vraiment extrêmement plus problématiques, comme le fait de dire à une victime qu'elle a une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Voilà, j'ai quand même envie de dire ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et je sais qu'il y a beaucoup de victimes qui le vivent parce que je l'ai pu énormément le lire dans les témoignages, dans les groupes de parole, notamment sur les groupes Facebook. Moi, personnellement, j'ai déjà eu une thérapeute qui m'a dit, donc à propos d'un viol que j'avais subi à l'âge adulte, que en même temps, sans doute que quand je suis allée voir cet homme, j'avais une partie de moi qui avait envie d'avoir une relation sexuelle avec lui.
Et évidemment que c'est pas le sujet, parce que même si j'ai pu en avoir envie à un moment ou à un autre, à partir du moment où j'en avais plus envie, où je n'étais plus ok, ça reste une agression, ça reste un viol en réalité. Et que une victime n'est jamais responsable de ce qui lui était arrivé, peu importe son comportement, peu importe ce qu'elle a accepté au début, peu importe comment elle était habillée, tout ça. Et puis surtout, c'est hyper important de rappeler qu'une victime qui a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, elle peut être encore dissociée et sidérée et d'être en incapacité de réagir à partir d'un certain moment, à partir d'un certain cap de passé, et qu'elle n'est pas en capacité de se défendre et qu'elle peut ne plus être en capacité de dire non pour plein de raisons. Soit parce qu'elle est dissociée, sidérée et donc paralysée, moi c'était mon cas, ou aussi parce que pour elle, dire non ça a été synonyme de mise en danger et que du coup aujourd'hui elle est encore incapable de s'affirmer et de dire non. Donc ça c'est aussi des choses qui sont importantes à comprendre. Donc il faut vraiment... je pense que quand on est face à une personne qui a un tel vécu, la première chose c'est d'en prendre conscience et de valider son vécu, de valider son ressenti, de voir avec elle les mécanismes de défense, toutes ces choses-là, toutes les conséquences du traumatisme. Et puis ensuite la mener évidemment vers une autonomie, vers une prise de pouvoir sur sa vie. Parce que c'est hyper important, si quand on veut vivre pleinement sa vie, il faut reprendre le pouvoir, être en capacité de prendre des décisions, de faire des choix, mais aussi c'est la seule façon aussi de pouvoir se protéger d'autres violences, parce on sait que les victimes ont tendance malheureusement à être revictimisées par la suite. Donc voilà, je pense que c'est juste que des fois il faut adapter sa prise en charge, adapter son accompagnement. Et c'est important pour moi du coup de parler de la part du... Voilà, de mettre à la place et de parler du ressenti, du vécu de l'expérience de la victime. Parce que certains mots qui peuvent vous paraître anodins peuvent être vraiment très violents et pour la victime. Et c'est important du coup d'en prendre conscience pour améliorer encore plus l'accompagnement et la prise en charge des survivantes de l'inceste. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Merci également de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Et vous pouvez également liker et partager ma vidéo pour qu'elle touche un maximum de personnes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.